une transaction là-bas, ça dure plutôt autour de 30 jours. Ça peut aller même des fois plus vite. Alors qu'ici, on sait que c'est toujours 3 mois et demi en moyenne. Mais je pense aussi faute de mentalité, parce qu'on n'est pas du tout dans une mentalité en France, dans un état d'esprit de partage. Imaginez aussi pour l'expérience client. Les clients accèdent aux annonces de plus de 16 000 agents ou agences québécoises au même endroit. C'est incroyable. Franchement, moi, je trouve ça vraiment puissant. Bonjour tout le monde et bienvenue sur Money Tree, le podcast qui vous parle d'investissement et de finances personnelles au sens large et sans tabou. Je suis Julien Calamotte, investisseur passionné et auteur du livre à succès S'enrichir grâce à l'immobilier. J'avais envie de partager ma façon d'investir, forcément, mais également de découvrir avec vous de nouvelles façons de faire fructifier notre argent. C'est pourquoi j'ai créé ce podcast pour y recevoir des invités qui nous partagent leur savoir et leurs expériences en toute simplicité. J'espère sincèrement que les échanges que je vais avoir avec l'invité du jour vont permettre d'enrichir vos connaissances autant que les miennes. Je vous souhaite une excellente écoute. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien de l'autre côté de l'écran ou de l'autre côté du téléphone, de votre voiture ou autre, peu importe où vous écoutez le podcast. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Il n'y a pas longtemps que je suis rentré du Canada, j'ai passé une dizaine de jours là-bas. Je vous parlerai d'ailleurs d'un projet très prochainement autour de ça. Donc, j'ai fait pas mal de visites d'ailleurs IMO. Je pourrais vous en parler ou non, je sais pas, mais un peu plus tard. En tout cas, aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet qui était très intéressant, je trouve, à traiter, justement par rapport au Canada et à l'investissement immobilier, mais l'immobilier plutôt au sens large et même plutôt la transaction immobilière, comment ça se passe là-bas, comment ça se passe ici. Je pense qu'on a beaucoup à apprendre du modèle nord-américain de manière générale. Alors c'est pas propre au Canada d'ailleurs, c'est plutôt un modèle très, très nord-américain et sûrement aussi dans d'autres pays du monde, mais je vais pas en parler parce que je maîtrise pas forcément le sujet. Mais si vous avez en tout cas des exemples dans d'autres pays de fonctionnement différents de celui de la France en matière de transactions, etc., n'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires et à nous faire part justement de tout ça, parce que c'est intéressant d'enrichir, je trouve, tous ces sujets-là, en tout cas notre esprit de tous ces sujets-là. Voilà. Donc Montréal, c'est une ville chère à mon cœur. Pourquoi ? Parce que j'y ai déjà habité 5 ans, je suis diplômé de l'Université de Montréal, donc j'ai fait mes études là-bas, j'ai passé mon bac aussi là-bas dans un lycée français, j'ai rencontré toutes sortes de personnes, certains m'écoutent sur le podcast, donc je les salue et je pense que j'ai jamais autant créé de liens forts et sûrement à vie avec des gens que j'ai rencontrés là-bas. Donc franchement, c'était une expérience incroyable. J'y ai vécu de 2003 à 2008. J'y suis revenu quelques fois depuis, mais j'ai passé quand même une dizaine d'années sans y aller une seule fois. Voilà, parce qu'on a voyagé un peu partout ailleurs dans le monde et là je sens que je me rapproche de plus en plus, que j'ai un pied de plus en plus au Canada. Donc voilà, est-ce que l'autre pied basculera à 100% sur le Canada ou pas? Ça, je vous en parlerai plus tard, sûrement en début d'année, sur le bilan 2024 et puis les perspectives 2025. Mais en tout cas, aujourd'hui, il s'agit plutôt d'un constat sur la transaction, comme je le disais, immobilière. Donc, comment fonctionnent les courtiers immobiliers là-bas versus les agents immobiliers ou les agences immobilières ici. Donc voilà, là-bas aussi, on a des agences immobilières et des courtiers en immobilier. On n'appelle pas ça des agents, on appelle ça des courtiers. Comme nous, on appelle ça aussi des courtiers en financement ici. Là-bas, ils le font sur la partie immobilière. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut se dire sur ce que j'ai appris là-bas ? Je vais parler du fonctionnement québécois, en l'occurrence, puisque mon expérience, en tout cas vécue, était à Montréal. Donc, sans rentrer forcément dans le détail de la durée d'une transaction, parce que déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une transaction là-bas, ça dure plutôt autour de 30 jours. Ça peut aller même des fois plus vite. Alors qu'ici, on sait que c'est toujours 3 mois et demi en moyenne, entre les délais de préemption de la mairie, plus les délais pour déposer un dossier à la banque. Souvent, c'est 1 mois pour déposer un dossier. Puis après, c'est 1 à 2 mois des fois pour avoir. Ça dépend aussi si on est en août, s'il y a les vacances scolaires, s'il y a des vacances de Noël, etc. Parce que vous savez que les banquiers ici ont énormément de congés payés. Donc, pour info, en Amérique du Nord, en l'occurrence en tout cas, par exemple au Québec, c'est 2 semaines de congés payés. Voilà. Vous pouvez avoir 3 semaines si vous avez quand même pas mal d'ancienneté, mais on parle de souvent plus de 10 ans. Mais vous n'avez jamais 5 semaines, ça c'est clair. Voilà. Ici, dans les banques et les assurances, et désolé, enfin non, j'ai envie de dire tant mieux pour ceux qui nous écoutent et qui travaillent dans les assurances et les banques et qui pourront confirmer, c'est plutôt 10 à 11 semaines de congés payés
par an, avec tous les autres avantages évidemment. Donc mal habitué. Des gens qui auront du mal à s'expatrier, je pense, pour le coup, en Amérique du Nord, en ayant 2 semaines de congé par an. Mais bon, c'est pas le sujet. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça a quand même des relations de cause à effet, puisque ça met beaucoup d'inertie dans le traitement des dossiers. Et donc ici, c'est long, c'est interminable. Enfin, quand je dis ici, c'est en France, pardon. En France, c'est long, c'est interminable. Voilà, ça dure. Et moi, franchement, l'investissement immobilier, ça m'a appris à être patient, parce que je suis quelqu'un de très impatient. J'aime bien quand tout va vite. J'aime pas trop réfléchir. Je préfère agir et réfléchir après. Voilà, quitte à regretter des fois, mais c'est comme ça. En tout cas, je regrette pas, j'apprends. Mais c'est clair qu'en Amérique du Nord, tout va beaucoup plus vite, franchement. Et puis, cash is king. T'as les sous, tu passes devant. T'as pas de sous, tu passes derrière. C'est la loi du plus fort en matière de, en tout cas, finance. Voilà. Donc ça, c'est intéressant, je trouve. C'est le premier point, c'est la mentalité. Et c'est aussi pour ça que tout va beaucoup plus vite. Mais c'est pas de ça que je vais parler aujourd'hui. C'est pas vraiment pour faire une différence. Ça, je vous le ferai plus tard, je pense, sûrement en 2025. La différence vraiment entre comment ça se passe l'investissement immobilier au Québec, par exemple, et comment ça se passe en France, pour ceux que ça intéresse. Puis même, encore une fois, ça peut intéresser tout le monde, même des gens qui n'ont pas de lien avec le Québec. Mais je vais plutôt parler du fonctionnement à agent immobilier ici et là-bas, c'est-à-dire que ici, vous le savez, un agent immobilier, il va représenter souvent un vendeur. C'est-à-dire que le mandat de recherche ici, il n'est pas vraiment très développé. Souvent, les agences ont des bases de données de clients avec des critères de recherche. Donc, et à partir de là, dès qu'ils ont un bien qui va rentrer, qui correspond à ça, aux critères de recherche de ces acquéreurs potentiels, eh bien, ils vont les appeler, ils vont relancer leur base de données clients, etc. Qui souvent, d'ailleurs, va être assez morte, puisque si c'est en l'occurrence de la résidence principale, souvent on aura des gens qui auront déjà trouvé quand on va les rappeler et qui évidemment ne vous tiendront pas au courant qu'ils ont trouvé dans l'intervalle. Ce qui est normal et pas normal, mais en tout cas, ce qui correspond au fonctionnement. Voilà. Alors, quand on signe un mandat de recherche, c'est quand même un peu plus engageant. Voilà. Mais surtout s'il est exclusif. Après, ça se fait très très peu le mandat de recherche de manière générale, encore moins le mandat de recherche exclusif. Ce qui d'ailleurs est engageant, mais sans l'être non plus au final, parce que vous n'êtes pas obligé d'acheter ce qu'on vous propose. Donc finalement, c'est juste que si on vous propose un bien, une fois qu'on vous l'a proposé, qu'il y a un mandat de recherche exclusif, vous êtes obligé de l'acheter avec la personne qui vous l'a proposé et qui vous a fait signer un mandat exclusif. Voilà, c'est tout. Mais bon, vous n'êtes pas obligé d'acheter le bien en soi, donc c'est pas vraiment un problème. Mais ce qui est sûr, c'est que la plupart des mandats en France sont des mandats de vente. C'est-à-dire que c'est un vendeur qui mandate une agence, un mandataire, un agent commercial, un agent immobilier à vendre ce bien. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'agent immobilier qui rentre en mandat de vente, il travaille pour le vendeur, puisque c'est le vendeur qui le mandate. Mais malgré tout, c'est lui qui va diffuser l'annonce et c'est lui qui va collecter des acquéreurs. Donc qu'est-ce qu'il fait ? Indirectement, il va aussi travailler pour l'acquéreur, puisqu'il va devoir mettre en relation un acquéreur avec un vendeur, négocier dans les intérêts du vendeur, mais finalement, indirectement, il va devoir aussi négocier pour les intérêts de l'acquéreur s'il veut que la vente se fasse. Donc il y a quand même, je trouve, un espèce de conflit d'intérêts avec les intérêts de l'agent immobilier au milieu, ou de l'agent commercial. Je vais utiliser agent immobilier, même donc pour les puristes, voilà, je connais bien la différence entre un agent immobilier, un agent commercial, un mandataire, etc. Mais on va utiliser le terme agent immobilier de la même manière qu'on va utiliser le terme courtier immobilier pour parler du Québec. Donc un agent immobilier en France va avoir une position un peu cul entre deux chaises, on va dire, qui est une expression française pour le coup, en travaillant à la fois pour le vendeur et à la fois pour l'acquéreur. Donc imaginez un vendeur qui veut vendre au meilleur prix, imaginez un acquéreur qui veut acheter au meilleur prix, donc ça veut dire le prix le plus bas, alors que d'un côté on a le prix le plus haut, et l'agent immobilier qui lui veut clôturer un mandat le plus vite possible, déjà pour pas se faire dépasser par la concurrence, et puis aussi pour éviter de faire le moins de visites possible, d'aller repayer aussi des frais d'annonce, ou que ça lui prenne une place sur son pool d'annonces qu'il achète sur le Bon Coin, Sologer, etc. Donc il y a vraiment déjà une différence de mentalité claire entre les deux fonctionnements. Pourquoi ? Parce que au Québec et en Amérique du Nord de manière générale, aux États-Unis c'est pareil, on a un représentant agent, donc courtier, vendeur, et un courtier acheteur. Et ils se partagent la commission 50-50. Ça, c'est acté, c'est dans les mœurs. Je ne sais pas si c'est une obligation d'ailleurs ou pas, mais en tout cas, c'est acté, c'est régi. Vous partagez la com. Donc, une com moyenne, par exemple, au Québec, c'est 5%. Voilà, c'est rarement plus quand même. Hein. C'est plus faible. Les honoraires d'agent sont plus faibles qu'en France. Parce que nous, sur les petits montants, on est quand même très, très élevé. Mais par contre, sur les gros montants, peut-être, je pense que ça doit être un peu kiff-kiff. Montant moyen, gros montant, ça doit être kiff-kiff. Donc, ça veut dire que un courtier rentre un bien immobilier, par exemple, à 5% d'honoraires. Et derrière, n'importe quel agent peut lui amener un acquéreur et va défendre les intérêts de l'acquéreur alors que lui va défendre les intérêts de son vendeur. Ils vont partager
partager la com. Donc ils ont un vrai intérêt à se mettre d'accord, chacun en défendant les intérêts de leurs clients. C'est un peu en mode avocat finalement, chacun son avocat. Donc ça, je trouve que le fonctionnement est plutôt cool, parce qu'il n'y a pas de conflit d'intérêts. Et alors en ce moment, je vois beaucoup de publications sur les réseaux sociaux sur l'augmentation des tarifs Le Bon Coin, l'augmentation des tarifs du groupe Se Loger qui fait rentrer les particuliers à la place, en plus des agences professionnelles. Tout le monde dit qu'il faut aller sur Bien Ici parce que Bien Ici c'est pas cher, c'est que pour les pros, etc. Donc je vais m'arrêter aujourd'hui sur ce sujet précisément, le fonctionnement de la publicité en matière de transactions immobilières. Comment on diffuse des annonces et comment ça marche en France versus au Québec. Donc au Québec, comme aux États-Unis, le principe du MLS, Multiple Listing Service, est de rigueur. C'est-à-dire que c'est une organisation de services inter-agences qui permet d'accéder à absolument toutes les annonces du marché, ainsi que tout un tas de services pour favoriser l'inter-agence. C'est un fonctionnement qui a vraiment fait ses preuves en Amérique du Nord, qui peine énormément à se développer en France. Parce que pourquoi ? Faute d'encadrement. Clairement, il n'y a pas d'encadrement, mais je pense aussi faute de mentalité, parce qu'on n'est pas du tout dans une mentalité en France, dans un état d'esprit de partage. Voilà. Donc première chose, c'est système MLS, avec ce listing multiple qui est à disposition de tout le monde, toutes les agences, tous les agents, c'est top. En somme, c'est quoi ? C'est une sorte de base de données unifiée pour toutes les annonces immobilières qui sont de vigueur dans la province ou dans le pays et qui sont mises en ligne par des professionnels de l'immobilier. Ça représente un sacré avantage pour les acheteurs déjà parce qu'ils peuvent consulter l'étendue d'un marché sur une seule et même plateforme. Imaginez si en France, on pouvait avoir une seule plateforme sur laquelle on avait toutes les annonces immobilières de France et de Navarre. Ça serait vraiment trop cool. Plutôt que de se disperser. Ah ouais, mais tiens, il y a une agence qui ne publie pas sur Le Bon Coin parce que du coup, c'est trop cher. Donc, elle privilégie Bien Ici. Donc, ok, il faut aller sur Bien Ici. Mais Bien Ici, j'aime pas l'interface. C'est trop chiant. Et puis, il faut aller sur Se Loger. Mais Se Loger, attends, il y a des particuliers, il y a des professionnels comme sur Le Bon Coin. C'est la galère. Je suis perdu. Je sais pas qui vend quoi, etc. Il y a des multiples annonces partout. Donc, je la retrouve là, je la retrouve ici. Ah, puis attends, je suis allé sur le site d'une agence. Ils n'ont pas diffusé sur les plateformes. Donc, je suis obligé d'aller sur chaque agence vérifier s'il n'y a pas des biens qui peuvent m'intéresser parce qu'ils n'ont pas diffusé sur les annonces. Pourquoi ? Parce que c'est trop cher pour une agence, et on le verra tout à l'heure, d'aller diffuser les biens sur les annonces. Donc c'est galère. Au Québec, il y a une plateforme qui s'appelle centris.ca. On vous met le lien dans la description de l'épisode. Ce qui est une plateforme réservée aux courtiers immobiliers, donc les agents, qui sont membres de l'Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec, l'APCIQ. Et eux seuls peuvent publier des annonces. Donc il n'y a pas de particulier, par exemple. Il n'y a que les membres de cette association, donc les courtiers immobiliers professionnels du Québec qui peuvent publier sur centris.ca. Centris utilise le système, comme je disais, MLS. Ça permet un partage d'annonces entre tous les courtiers immobiliers et ça facilite vraiment grandement la coopération et la visibilité des agences. Ça, c'est vraiment un point crucial. Imaginez aussi pour l'expérience client. Les clients accèdent aux annonces de plus de 16 000 agents ou agences québécoises au même endroit. C'est incroyable. Franchement, je trouve ça vraiment... c'est puissant. C'est très puissant par rapport à ce qu'on peut voir en France. En France, le MLS n'existe pas, clairement pas. Chaque plateforme a son propre catalogue. Chaque agence n'a pas d'obligation de collaboration, ce qui est clairement pas à l'avantage ni des vendeurs, qui pourraient vendre beaucoup plus facilement grâce à la collaboration entre agences, ni des acquéreurs qui pourraient accéder à beaucoup plus d'annonces parce qu'il y a des agences qui font de la rétention aujourd'hui, qui ne veulent pas faire de partage, etc. Et ça bloque clairement les acquéreurs. La plupart des plateformes permettent aux particuliers de mêler leurs annonces, souvent dégueulasses d'ailleurs, avec celles des professionnels, ce qui brouille un peu le marché. Au Québec, les courtiers, ils paient une adhésion et des cotisations à cette fameuse association, la PICQ, ce qui leur permet d'accéder à tout un tas de services, dont des outils tels que Centris. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la diffusion d'annonces, du coup, elle est gratuite, ou en tout cas, elle est incluse dans ces cotisations qui payent l'adhésion à l'association, plus les cotisations. Donc en fait, c'est tous les courtiers qui paient pour l'utilisation de Centris, et ça s'élève à quelques centaines de dollars canadiens par an, si je dis pas de bêtises. Donc ça inclut aussi d'autres outils, puis ça dépend aussi évidemment, je pense qu'il y a des offres à tiroir, mais en tout cas c'est quelques centaines de dollars par an dont on se parle, pas grand chose. À titre de comparaison, Le Bon Coin facture autour de 90 € hors taxe la publication d'une annonce en one shot, une fois, sans rien, sans option de remise à la une des annonces, de remontée des annonces, de mise en avant, etc. Donc imaginez, d'ailleurs il y a quelques années, c'était 45 €. Imaginez comment les tarifs
ont doublé en quelques années pour des agences immobilières qui n'ont pas doublé leur commission, très clairement. Et même d'ailleurs, le sens de l'histoire de la transaction immobilière, c'est plutôt de baisser le prix des honoraires d'agence. Chez Artae, par exemple, en toute transparence, on paie 8 460 € par an pour 15 annonces sur Le Bon Coin. Puis après, on ajoute les abonnements à Se Loger, Bien Ici, d'autres plateformes, etc. Belle Demeure, si on veut être sur des biens d'exception, etc., etc. Ça se compte en dizaines de milliers d'euros pour des agences de taille moyenne qui diffusent sur de multiples plateformes. Dizaines de milliers d'euros par an pour diffuser sur plusieurs plateformes. C'est incroyable. Donc voilà, moi j'aimerais aussi interpeller par cette capsule, si certains me regardent, la FNAIM, qui est la Fédération nationale du du monde de l'immobilier, du monde de la transaction immobilière en France et des agences immobilières. J'aimerais les interpeller aujourd'hui. Est-ce qu'il n'y a pas une solution qui pourrait être envisagée? Est-ce qu'il n'y a pas des fonctionnements qui pourraient être envisagés pour unifier justement toute cette publicité autour des annonces immobilières? Parce que clairement, en matière d'expérience client, et c'est ça qui compte aujourd'hui plus que tout, et c'est ça qui devrait toujours compter, c'est le client. Est-ce qu'il n'y a pas un truc à faire pour justement fluidifier tout ça, créer plus de partage? Clairement, il y a, je pense, un problème de mentalité française sur le partage, parce que tout le monde veut toujours un peu garder un petit peu son précaré et son gâteau et sa part du gâteau, alors qu'on aurait tous intérêt, je pense, à aller faire plus de partage de manière générale et surtout à défendre des intérêts clairs, à savoir ceux du vendeur ou ceux de l'acquéreur. Voilà, je jette un pavé dans la mare, mais qui sait, peut-être que les mentalités évolueront. En tout cas, si vous avez des feedbacks à nous faire sur d'autres fonctionnements dans d'autres pays, ou que vous êtes même au Canada, aux États-Unis, en Amérique du Nord de manière générale, et que vous avez du feedback à nous faire là-dessus aussi, si vous avez vécu la différence entre les deux mondes, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires sur les réseaux sociaux si vous nous écoutez en podcast. Nous envoyer aussi vos retours d'expérience par email avec grand plaisir. Pour envoyer ça à laura@artae.imo. Si besoin, elle va aussi récupérer tout ça et puis je pourrai en parler aussi et partager les témoignages clients sur un futur épisode. Et puis sur YouTube, n'hésitez pas à réagir en commentaire également. Voilà, on y répondra avec grand plaisir. On pourra aussi débattre de tout ce fonctionnement dans les commentaires. Voilà, et puis mettez-nous des pouces, c'est cool, où que vous soyez, des avis 5 étoiles aussi. Et je vous remercie encore d'être toujours plus nombreuses et nombreux à l'écoute de ce podcast chaque semaine. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Bon, si vous êtes là, c'est que vous avez écouté jusqu'au bout et a priori, l'épisode vous a plu. Si c'est bien le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Notez ce podcast sur Apple Podcast et Spotify en laissant un commentaire 5 étoiles. Je ne vous le répéterai jamais assez, mais c'est grâce à vous que ce podcast vit aujourd'hui et peut continuer de vivre en vous proposant un contenu toujours plus qualitatif. Merci encore, je vous retrouve très vite sur un nouvel épisode de Money Tree. En attendant, je vous souhaite la meilleure des réussites dans vos projets et un bon enrichissement. À très bientôt.